Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Je suis le professeur Stéphane Ploteau. Je suis professeur d'anatomie et de gynécologie obstétrique au CHU de Nantes et je me suis spécialisé avec le temps dans la prise en charge des douleurs pelviennes, comme l'endométriose, mais également des douleurs périnéales, comme les névralgies punadales ou autres. Donc, je vous souhaite la bienvenue de ma part d'abord, et puis de la part de toute l'équipe d'Urgo. Et nous allons parler aujourd'hui d'endométriose avec le plan qui est le suivant. Je vais d'abord vous rappeler ce qu'est l'endométriose comme maladie, vous expliquer les mécanismes de la douleur dans l'endométriose et la prise en charge de cette maladie selon les recommandations de l'HAS et du CNGOF. Ensuite, on abordera les thérapeutiques antalgiques non hormonales et notamment la place de l'électrostimulation du TENS, dont Coralie Franier de Urgo vous fera un topo détaillé. Donc, je partage mon écran et je vais donc commencer cette présentation. Tout d'abord, sur la définition de l'endométriose. Alors, vous avez tous une notion de ce qu'est l'endométriose. C'est du tissu qui ressemble à de l'endométriose. La définition a changé. C'est du tissu qui ressemble à de l'endomètre qui se situe en situation ectopique, c'est-à-dire en dehors de la cavité utérine. C'est une maladie extrêmement fréquente puisqu'elle touche 10 à 15% des femmes en âge de procréer et près de la moitié des femmes infertiles et 30 à 50% des femmes souffrant de dysménorrhée ou de douleurs pelviennes. Alors heureusement maintenant, on en parle. Pendant des années, on n'en a pas parlé et on entend encore actuellement en 2022 des patientes chez qui on diagnostique cette maladie et qui disent souffrir depuis des années et des années, parfois plus de 10 ans, et à qui on a dit qu'il était normal de souffrir. Donc, sur le plan anatomique, ces lésions d'endomètre en situation d'endométriose, donc d'endomètre en situation d'ectopique, peuvent se situer au niveau de trois parties. Tout d'abord, il existe l'endométriose péritonéale. Endométriose péritonéale faite essentiellement de glandes et de stroma endométriales que l'on peut voir sous la forme de taches rouges ou de taches bleutées, comme je vous le présente en haut et à gauche en célioscopie, sur le péritoine. Et ensuite, il existe des lésions d'endométriose ovarienne. Là, l'histologie change puisque ces lésions d'endométriose ovarienne sont faites de 90% essentiellement de liquide couleur chocolat. Et ces lésions ne sont pas à confondre avec encore une troisième topographie, situation de ces lésions d'endométriose, qui est l'endométriose profonde, dite sous-péritonéale, qui est peut-être la lésion la plus symptomatique au niveau douleur. Et elle est faite essentiellement de fibroses, avec par-ci, par-là, au sein de ces fibroses, un peu de stroma et de glandes endométriales. Et vous en avez ici un exemple au niveau de la cloison recto-vaginale, vous voyez, entre le vagin en avant et le rectum en arrière. Et parfois, ces lésions sont exophytiques. Vous le voyez sur l'examen au spéculum sur la droite, avec au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur, une lésion exophytique qui fait protrusion à l'intérieur du vagin et qui est très caractéristique d'endométriose profonde. Ces lésions d'endométriose profonde peuvent également se situer au niveau des ligaments sacro-utérins, ligament sacro-utérin dans lequel se trouve le plexus hypogastrique inférieur, plateforme de l'innervation végétative du petit bassin, et puis également au niveau vésical, entre la vessie et l'utérus en avant. Donc, vous voyez, on a trois types d'endométriose avec trois topographies différentes de l'endométriose. Il existe même trois histologies différentes et on pense même qu'il y a trois étiologies différentes, trois causes différentes à ces différentes localisations d'endométriose. On pourrait même dire, bien qu'il s'agisse d'endomètre en situation ectopique, qu'il s'agit de trois types différents d'endométriose, trois maladies différentes, qui pourtant se caractérisent par des douleurs de même type, de dysménorrhée, et vous comprenez bien que lorsque ces lésions d'endomètre qui sont en dehors de l'utérus saignent, eh bien, elles ne débouchent sur rien et pas sur le vagin. Donc, elles sont en permanence sous tension et provoquent des dysménorrhées.
Vous comprenez également que lors des rapports, eh bien, ces lésions qui sont en arrière du col de l'utérus peuvent être douloureuses, entraînant ce que l'on appelle une dyspareunie profonde. Et le plus souvent, cette dyspareunie profonde est positionnelle. Voilà donc les trois types d'endométriose selon leur topographie. Alors, l'enjeu du diagnostic, il est évident, il est extrêmement important, puisqu'il y va de la qualité de vie de ces patientes. En préambule, je vous parlais de certaines patientes qui restaient douloureuses avec un diagnostic qui n'a pas été fait pendant des années, avec des conséquences psychosociales qui peuvent être désastreuses, des arrêts de travail à répétition, des sentiments d'incompréhension. Et à force, on entend même encore des patientes dire qu'on leur a dit que les douleurs étaient dans la tête, ce qui peut paraître absolument incroyable. On estime actuellement en France que chaque patiente qui a de l'endométriose coûte à la société 9 500 € en termes de prise en charge médicale et en termes d'arrêt de travail. Les conséquences sexuelles, vous les imaginez bien. Et l'autre enjeu du diagnostic, à part les douleurs et la qualité de vie, c'est effectivement la fertilité, puisque l'endométriose agit sur tous les stades de la fécondation, ou plutôt de la fertilité. Depuis la réserve ovarienne qui est altérée, jusqu'à la nidation de l'embryon dans l'utérus, puisque l'endomètre eutopique, c'est-à-dire l'endomètre qui est dans l'utérus des femmes qui sont porteuses d'endométriose, est moins favorable à l'anidation que les femmes qui n'ont pas d'endométriose. Donc, les enjeux du diagnostic sont très importants et pourtant, vous voyez sur le tableau de droite qu'entre le moment où les premiers signes d'endométriose arrivent et le moment où on en fait le diagnostic, eh bien, il s'écoule plusieurs années, de 6 à 10 ans. Les mécanismes de la douleur il y en a plusieurs. Il s'agit tout d'abord d'une maladie inflammatoire liée aux hémorragies au niveau des implants endométriosiques. À chaque fois que la patiente est réglée, eh bien, l'endométriose peut proliférer. Et c'est une maladie inflammatoire qui va donc donner des adhérences qui elles-mêmes peuvent être pourvoyeuses de douleurs et évidemment d'infertilité lorsqu'il y a des adhérences qui peuvent empêcher la captation de l'ovocyte par la trompe. Et il faut savoir aussi que ces lésions d'endométriose ont un tropisme particulier pour les fibres nerveuses et qu'en général, là où il y a de l'endométriose, il y a du nerf. Et c'est la raison pour laquelle on en trouve très souvent au niveau des ligaments utérosacrés que l'on peut palper cliniquement et qui cachent, qui recouvrent le plexus hypogastrique inférieur, comme je vous le disais, qui assure l'innervation autonome de l'ensemble du petit bassin. Mais il y a un autre mécanisme qui, pour moi, est extrêmement important dans l'endométriose, c'est les phénomènes de sensibilisation à la douleur. Un concept récent et qui pourtant date des années 80, il a été décrit par Wolff, qui consiste en une diminution du seuil de la douleur et une diffusion dans le temps et dans l'espace de ces douleurs. Je vais y revenir. D'après les recommandations du CNGOF en 2018 et de l'HAS, les symptômes évocateurs de l'endométriose sont les suivants. Les dysménorrhées, on l'a vu, les règles douloureuses, dysménorrhées d'autant plus si elles sont résistantes aux anti-inflammatoires, résistantes à la pilule, les dyspareunies profondes, les douleurs pendant les rapports, les dyschésies menstruelles, c'est-à-dire les douleurs pour aller à la selle lors des règles. Et il faut savoir qu'en cas de dysménorrhée isolée, sans autres symptômes douloureux ou infertilité, il n'est pas recommandé d'aller chercher de l'endométriose si la contraception hormonale est efficace. Donc, ça, ce sont les symptômes évocateurs classiques. C'est l'endométriose, je dirais, pure, la patiente qui a de l'endométriose et qui présente ces signes-là. Mais alors, il y a maintenant un deuxième type de patiente. Alors, vous me direz si je suis le seul à les voir, mais je ne crois pas. Des patientes jeunes, en général, qui présentent des douleurs pelviennes avec ou sans diagnostic d'endométriose, ou en tout cas qui en sont certains d'avoir de l'endométriose. Parfois même, elles arrivent avec une IRM montrant des ligaments utérosacrés légèrement épaissis, mais on ne sait pas quoi en faire. Et il existe donc des douleurs importantes sans obligatoirement d'anomalies retrouvées aux examens.
L'examen clinique est rassurant. Les échographies, les IRM sont également rassurantes. Et on a en fait une discordance entre l'importance, la richesse de la symptomatologie douloureuse décrite et la pauvreté de l'examen clinique, de l'examen d'imagerie, voire même de la célioscopie lorsqu'elle est réalisée. Alors la question, pourquoi ou plutôt comment ces patientes peuvent souffrir? Je les ai mis dans ce topo sur l'endométriose parce qu'elles viennent à la consultation d'endométriose. Mais on a une discordance entre la richesse de la symptomatologie et la pauvreté des différents examens. Le problème de ces patientes-là, c'est qu'elles amènent à une stratégie que l'on ne devrait plus voir en 2022. Et cette stratégie, c'est la suivante. Un diagnostic d'endométriose, parfois porté par excès, ou non, parfois avec des petites lésions d'endométriose, mais des douleurs qui sont disproportionnées, une première chirurgie immédiate, à 18 ans, un traitement médicamenteux post-opératoire et des chirurgies répétitives jusqu'à ce qu'un désir de grossesse se fasse sentir et que la patiente soit dirigée vers la PMA. Eh bien, cette situation-là ne doit plus être vue. On ne doit plus opérer systématiquement en 2022 une jeune fille qui a des douleurs en se disant « Tiens, je vais faire une célioscopie pour voir s'il y a de l'endométriose ou non ». On a tout ce qu'il faut, un examen clinique bien conduit, des examens complémentaires bien conduits et surtout des recommandations à peu près bien faites. Eh bien, il faut surtout éviter les chirurgies immédiates et privilégier le traitement médical ou parfois non médical qui va être efficace le plus souvent plutôt qu'opérer ces patientes-là. La chirurgie n'est faite qu'en cas d'échec d'un traitement médical bien conduit. Alors, c'est bien simple, vous allez me dire, on va attendre, on va attendre. Mais comment gérer les symptômes de cette patiente qui a des douleurs? Et pour ça, il faut comprendre les mécanismes de la douleur pelvienne. Il y a deux types de mécanismes dans l'endométriose. Tout d'abord, il y a la douleur par excès de nociception, c'est-à-dire la douleur de l'endométriose pure, la douleur aiguë qui dure et qui est proportionnelle à l'importance des lésions. C'est l'allumette, c'est une allumette et qui est médié par le système nerveux végétatif. Le péritoine est innervé par le système nerveux végétatif. D'ailleurs, quand on a très très mal, on fait des malaises vagaux, on a des nausées parfois. Bref, ce sont des manifestations végétatives. Et à côté de ça, on a la douleur par sensibilisation nociceptive qui apparaît avec le temps et qui apparaît d'autant plus que le diagnostic n'est pas fait et que la douleur devient chronique. Et ça, c'est la douleur maladie. Les patientes se sensibilisent à la douleur et on a des terrains vulnérables. Si vous jetez l'allumette, qui est l'endométriose, sur de la neige, il ne va rien se passer. Si vous jetez l'allumette sur un terrain fragile, vulnérable, tout va prendre feu. La paille va prendre feu. Et on aura beau éteindre l'allumette, c'est-à-dire enlever de l'endométriose, si on ne traite pas le feu qu'il y a dans le champ, eh bien, si on ne traite pas la sensibilisation, eh bien, on ne soulagera pas les patientes. Et c'est pour ça que l'on voit des patientes qui ont été opérées une fois, deux fois, trois fois, certainement très bien opérées, mais chez qui on n'a pas détecté cette sensibilisation qui prend parfois le dessus sur la douleur liée à l'endométriose. Alors, ce contexte de sensibilisation, il faut des douleurs pelvipérinéales chroniques, diffuses, avec des tableaux complexes, déroutants pour les patientes, mais également pour les médecins qui les prennent en charge, une discordance anatomoclinique dont je viens de vous parler, et puis elles sont rebelles aux propositions thérapeutiques. Parfois même, ces patientes, on les met sous progestatif, on les met parfois sous ménopause artificielle, agoniste de la GnRH, et elles ont toujours des douleurs. Alors là, on est en droit de se dire, finalement, je passe peut-être à côté de quelque chose. Elle a de l'endométriose, certainement, mais elle a également certainement autre chose. Et cette autre chose, c'est la sensibilisation pelvienne. C'est passer de l'allumette à l'incendie. On a tout d'abord l'allumette, c'est-à-dire l'endométriose. On va ensuite avoir le feu dans la cuisine et puis on va avoir le feu dans la maison. On aura beau éteindre l'allumette, c'est-à-dire opérer ou traiter l'endométriose. Si on ne traite pas le feu qu'il y a dans la maison, eh bien on aura tout faux. Et il faut détecter cette sensibilisation, puisque qui dit sensibilisation dit facteur de risque de douleur post-opératoire, et ça, la littérature l'a très bien montré.
quand on a des patients hypersensibilisés, on va dans le mur si on les opère. Et surtout, contre-indication aux opiacés, contre-indication aux morphiniques. Et donc, le corollaire de ça, c'est attention aux chirurgies itératives. Elle a toujours mal, certains vont vouloir l'opérer, encore l'opérer, enlever l'utérus, enlever un bout d'intestin, enlever un ovaire. Et à chaque fois que l'on opère ces patientes-là, eh bien, elles auront beaucoup plus mal parce qu'on n'aura pas fait le diagnostic de sensibilisation. Un exemple tout bête que je prends souvent, par exemple, pour expliquer ce que c'est la sensibilisation. Peut-être certains d'entre vous connaissent le supplice de la goutte d'eau lors de la guerre du Vietnam. Il y avait des prisonniers chez qui on faisait couler une goutte d'eau sur le front de façon régulière, séquentielle, je ne me souviens plus du délai. C'est rien une goutte d'eau sur le front. Sauf qu'au bout d'un moment, chaque goutte d'eau, c'est un véritable pieu qu'on leur met sur le crâne. Eh bien, ce sont des prisonniers qui se sont sensibilisés. C'est un bon exemple pour vous montrer ce qu'est la sensibilisation à la douleur. Donc, il est nécessaire, lorsque l'on traite l'endométriose, d'aller faire le diagnostic de cette sensibilisation. Alors, il existe des critères que l'on a mis au point pour tous les médecins pour suspecter cette hypersensibilisation et dire attention, avant de l'opérer, il faut peut-être prendre certaines précautions. On va investiguer la sphère urinaire basse, la sphère digestive, la sphère génitosexuelle, la sphère cutanéo-muqueuse, la sphère musculaire, en allant voir les abaissements de seuil et puis la diffusion temporelle. Madame, quand vous urinez, est-ce que ça vous soulage? Est-ce que les mictions ont une influence sur vos douleurs? Oh oui, docteur, je vais uriner 10 fois par jour et je me lève 3 fois la nuit et j'ai l'impression que ça me soulage une fois que j'ai vidé la vessie. Ah ben pourtant, l'urologue, il va dire, mais non, il n'y a pas d'endométriose dans la vessie, il n'y a rien. La patiente a des douleurs à travers des organes qui n'ont rien. Madame, quand vous avez un rapport, est-ce que la douleur persiste après le rapport? Ah oui, c'est bien simple. Quand j'ai un rapport sexuel, il me faut 15 jours pour m'en remettre. Sensibilisation sexuelle. C'est pareil. Quand je vais à la selle, je suis constipé maintenant parce que j'ai des douleurs qui persistent pendant 3 jours à chaque fois que je vais à la selle. On a une disproportion des douleurs par rapport à ce qui se passe. Hypersensibilisation digestive. La sphère cutanéo-muqueuse, les vêtements cérémogènes, ah oui, les vêtements cérémogènes, impossible de mettre des tampons. Et puis, lorsque l'on aborde également l'endométriose, il faut aller investiguer la sphère musculaire et rechercher des points gâchettes qui signent une irritabilité, hyper-irritabilité des muscles, et que l'on voit très souvent dans l'endométriose et qui participent aux douleurs. Des crampes, ça fait mal. Eh bien, une hyper-irritabilité des muscles du périnée et de leur fascia, ça va faire mal et ça va faire que la douleur va rester, va perdurer. Alors évidemment, tout le monde ne va pas faire des phénomènes d'hypersensibilisation, mais il y a des terrains à risque. Ces terrains à risque, c'est les migraines chroniques, c'est les syndromes de fatigue chronique, les syndromes de stress post-traumatique. Parfois, certaines patientes ont vécu des choses pas faciles ou ont été témoins de choses qui les ont peut-être un petit peu stressées, avec beaucoup d'émotions. Le syndrome des jambes sans repos, les intolérances aux produits chimiques, tout ça, ça fait le lit de l'hypersensibilisation. Et ce petit tableau-là est à employer chez les patients qui ont des douleurs pelviennes chroniques, éventuellement avec de l'endométriose, et chez qui les symptômes apparaissent disproportionnés eu égard aux éléments lésionnels constatés par l'examen clinique et les examens complémentaires. On arrive à un score sur 10. On estime qu'au-delà de 5 sur 10, les patients sont sensibilisés. Il faut éviter de les opérer d'emblée et peut-être entourer l'intervention, si elle est nécessaire, par des produits comme la kétamine ou alors d'autres médicaments dont les algologues, qui doivent faire partie de l'équipe, ont l'habitude. On ne peut pas gérer l'endométriose actuellement sans faire partie d'une équipe multidisciplinaire, et je reviendrai là-dessus, qui contient notamment des médecins de la douleur. Alors, on a remarqué sur une étude faite à Nantes il y a pas longtemps, que chez les patientes qui ont des douleurs depuis plus de 10 ans, on avait fait 2 groupes, vous voyez, douleurs depuis moins de 10 ans et des douleurs depuis plus de 10 ans, eh bien, les phénomènes d'hypersensibilisation étaient beaucoup plus fréquents par rapport aux patientes qui avaient des douleurs de façon plus récente. Alors,
comment aller rechercher ces douleurs, ces points gâchettes et ces troubles musculo-squelettiques? Eh bien, je pense que d'abord, il faut aller chercher des dérèglements intervertébraux mineurs thoracolombaires. C'est ce que l'on appelle le syndrome de Meigne. C'est peu connu. Et par contre, en allant investiguer, examiner le rachis thoracolombaire, on va parfois retrouver une cellulalgie suspendue, des douleurs en regard de ce rachis thoracolombaire, qui peuvent donner des douleurs projetées, des douleurs au niveau pelvien, des douleurs au niveau lombaire et parfois même des douleurs pseudo-trochantériennes. C'est le syndrome de Meigne avec des douleurs projetées d'origine thoracolombaire. Et lorsque l'on voit des patientes qui ont de l'endométriose, eh bien, on retrouve très fréquemment ce syndrome. Je vous ai parlé tout à l'heure des points gâchettes. Eh bien, ces points gâchettes, il faut aller les voir. Lorsque vous faites un toucher vaginal, vous allez investiguer le muscle élévateur de l'anus, qui est parfois tendu, douloureux. Un peu plus loin et latéralement, vous avez le chef pelvien du muscle obturateur interne, qui est également tendu, irritable, douloureux. Certaines patientes disent, voilà, je pense que j'ai de l'endométriose parce que lors de les rapports, j'ai extrêmement mal. L'IRM est négative, vous examinez la patiente, vous palpez un cul-de-sac vaginal postérieur qui est parfaitement souple et indolore. Par contre, vous avez un syndrome myofascial franc d'un des deux muscles obturateurs internes. Et quand vous palpez ce muscle obturateur interne, ça reproduit une douleur épouvantable. Qui est la douleur qu'elle a pendant les rapports? Eh bien, c'est le syndrome myofascial. On a une sensibilisation myofasciale. Vous voyez ici à droite qu'on a également un autre muscle qui est le muscle piriforme, le muscle obturateur interne, et entre ces deux muscles-là va passer le nerf sciatique et le nerf cutané postérieur de la cuisse qui donne l'innervation sensitive de la face postérieure de la cuisse. Eh bien, certaines patientes vont dire « je pense que j'ai de l'endométriose sur le nerf sciatique, parce que lorsque j'ai mes règles, j'ai des douleurs qui vont jusqu'au pied. » Pourtant, l'IRM ne montre rien. Eh bien non, c'est simplement lié au syndrome myofascial du muscle piriforme et du muscle obturateur interne qui vont comprimer le nerf sciatique et engendrer des douleurs dans le territoire du nerf sciatique. Et les syndromes myofasciaux dont je vous parle ici sont le plus souvent des conséquences de l'endométriose. C'est une sensibilisation à la douleur. Mais il faut aller la chercher parce que ça vous permet de comprendre certaines douleurs et surtout ça permet d'expliquer aux patientes certaines douleurs qui comprennent leur symptomatologie. Donc je pense que la sensibilisation est extrêmement importante à rechercher chez les patientes qui ont de l'endométriose. Parlons maintenant de la prise en charge de l'endométriose douloureuse. Alors évidemment, la prise en charge, elle est individuelle. Vous savez comme moi que l'on ne va pas prendre en charge de la même façon une patiente de 45 ans qui a déjà des enfants qu'une patiente de 25 ans qui n'a pas encore d'enfants. L'objectif, c'est la disparition des symptômes. Et ce traitement doit être adapté à chaque situation. Et heureusement, maintenant, on a des recommandations qui nous disent « attention, endométriose, surtout évitez d'opérer d'emblée si on n'a pas d'abord essayé le traitement médical, de façon à ne pas aller dans la cascade, dans l'engrenage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, un traitement médical doit être bien conduit avant de faire quoi que ce soit. Et maintenant, je vais vous présenter les recommandations HAS et CNGOF de 2018 de cette prise en charge de l'endométriose. Vous voyez qu'à gauche, chaque pays a fait ses recommandations. Il faut définir les priorités, la fertilité ou les douleurs. On ne prendra pas en charge de la même façon une patiente qui a des douleurs et une infertilité qu'une patiente qui a des douleurs seule. Et puis maintenant, eh bien, il faut s'appuyer sur les centres experts, en tout cas c'est une volonté du gouvernement, pour traiter ces maladies, pour avoir une homogénéité des prises en charge de l'endométriose sur le territoire. Tout d'abord, chez la patiente adulte qui a de l'endométriose douloureuse hors contexte d'infertilité. Voici les recommandations de 2018. En première intention, la contraception œstroprogestative, éventuellement en continu. Alors, on sait très bien que quand on donne une contraception œstroprogestative en continu, on peut parfois avoir des spottings au bout d'un moment. Alors, parfois, il faut faire un arrêt de 7 jours et reprendre ensuite sa contraception œstroprogestative en continu.
Le stérilet au lévonorgestrel, 52 mg, a également été bien étudié dans les douleurs, notamment dysménorrhées, liées à l'endométriose. Et évidemment, la contraception microprogestative, qui, elle, va induire une aménorrhée, le désogestrel, par exemple, eh bien, est à prescrire également en première intention. Et en deuxième intention, on parle des agonistes de la GnRH qui vont donc créer une ménopause artificielle, et je pense transitoire, et je pense qu'en 2022, il est dur de prescrire des agonistes de l'EHGNRH sans ajouter une add-back thérapie, c'est-à-dire des petites doses d'œstrogène pour éviter la symptomatologie climatérique. En deuxième intention, toujours le dienogeste que personnellement, j'ai fait passer de temps en temps, et assez souvent même en première intention, qui a été génériqué il y a quelques années. L'implant à l'étonogestrel, assez étonnamment, a été également, il y a une bonne littérature sur l'endométriose et l'implant à l'étonogestrel, donc il a été validé par le CNGOF. Par contre, assez bizarrement aussi, on n'a pas de données suffisantes pour la place des autres macroprogestatifs. Il n'y a pas de littérature bien faite sur macroprogestatifs et endométriose. Et de toute façon, maintenant, les macroprogestatifs, on évitera de les donner au vu des polémiques récentes qui ont eu lieu à leur égard. Chez l'endométriose, pour l'endométriose douloureuse chez l'adolescente maintenant, chez ces patientes que l'on voit de plus en plus souvent, eh bien, en première intention, ce qui a été validé, c'est la contraception œstroprogestative ou la contraception microprogestative, comme le désogestrel ou par exemple le dienogeste que l'on peut prescrire. Et en cas d'échec de ces thérapeutiques, eh bien, les recommandations recommandent un avis spécialisé. Et cet avis spécialisé, je ne vais pas le détailler, peut aller de l'introduction des agonistes de la GnRH ou des macroprogestatifs jusqu'au traitement chirurgical en cas d'échec donc de cette prise en charge médicale. Parlons maintenant des thérapeutiques antalgiques non hormonales. Et comme moi, enfin, j'espère que vous les voyez également, ces patientes-là, que je ne suis pas le seul à les voir, mais maintenant, les patientes ne veulent pas beaucoup d'hormones. Il y a une espèce de crise en ce moment. Elles veulent qu'on traite leur endométriose sans hormones. Ce n'est pas facile parfois de lutter. On leur parle quand même des recommandations. Eh bien, il y a des petits moyens que gynécologue j'emploie, par exemple. La chaleur dans le dos, par exemple, pour stimuler le gate control dont je parlerai. L'acupuncture semi-permanente, la kinésithérapie, voire l'ostéopathie pour lutter contre les syndromes myofasciaux dont je vous parlais tout à l'heure, les régimes pauvres en polyamine ou les régimes anti-inflammatoires que l'on peut prescrire sur les intestins irritables, par exemple, les régimes FODMAP, ou alors on peut déjà leur demander de diminuer un peu le gluten et le lactose dans leur alimentation, et ça fonctionne bien. Et puis évidemment, on a l'électrostimulation, on a le TENS dont on parle de plus en plus, et qui personnellement entraîne, à mon avis, une bonne efficacité sur ces douleurs de dysménorrhée, avec ou sans endométriose. Et encore une fois, je le mets ici, évitez surtout les morphiniques. Alors, la neurostimulation transcutanée, on n'en parlait pas beaucoup avant. Voilà, et vous voyez sur le tableau de droite, ce petit tableau, que plus ça va, plus la littérature s'enrichit sur les études sur la neurostimulation transcutanée, le TENS. Il y a encore quelques années, avant les années 2000, on citait dans les articles sur la douleur le TENS, mais il n'y avait pas d'évidence-based medicine et finalement, c'était peu évalué, ce qui a fait que lors de la rédaction des recommandations de 2018, eh bien, on n'en parlait pas trop, tout simplement parce que ces recommandations étaient faites sur la littérature disponible. Alors, depuis quelques années, on en parle maintenant un petit peu plus. Des études sont faites, et notamment cette étude de 2020 sur la neurostimulation transcutanée et l'endométriose, qui montre quand même qu'on a un contrôle de la douleur avec une réduction des douleurs de dysménorrhée, une réduction des dyspareunies et une amélioration de la qualité de vie. C'est une méta-analyse, c'est une revue de la littérature qui quand même montre l'efficacité du TENS. Une étude plus récente, dont Coraline nous reparlera tout à l'heure, qui a évalué le TENS
dans les dysménorrhées montre un rapport bénéfice-risque avantageux avec environ 95% des femmes qui sont significativement améliorées par le TENS. Et le TENS, je vais le redire, mais on peut en user, on peut en abuser, eh bien, il n'y a aucun problème. C'est facile d'emploi et il serait dommage de s'en passer. Au pire, ça ne fonctionne pas. Comment ça marche le TENS? C'est donc de l'électrostimulation transcutanée. Ça va stimuler l'innervation végétative en rééquilibrant ortho et parasympathique. Ça va permettre la stimulation des endorphines et surtout, ça va stimuler le gate control. Vous vous souvenez que tout est fait pour que la douleur n'arrive pas au cerveau. Tout est fait pour que la douleur n'arrive pas au cerveau. Sinon, la vie serait épouvantable. Moi, je suis assis sur mon bureau, là, j'ai la peau des fesses qui est coincée entre ma chaise et mon ischion. Il y a des tas d'influx douloureux qui arrivent dans mon cerveau et pourtant, mon cerveau dit « Non, non, il ne faut pas lui faire prendre conscience de ça, sinon la vie va être épouvantable. » Et là, en ce moment, il a autre chose à faire, il est en train de faire une présentation. Donc, il ne faut surtout pas qu'il prenne ça pour des douleurs. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est le gate control au niveau de la moelle. Vous retrouvez à droite une moelle spinale avec ici une stimulation extéroceptive qui va croiser pour donner le tractus spinothalamique que connaissent les algologues, tractus des voies de la chaleur et de la douleur qui va remonter le long de la moelle. À côté de ça, on a les cordons dorsaux avec gracile et cunéiforme, les tractus de Goll et Burdak qui cheminent en dehors de la substance grise, vous voyez, et qui, eux, cheminent la douleur extéréceptive discriminative, la douleur extrêmement fine. Par exemple, quand vous voulez apprécier la consistance d'une étoffe, ce sont des circuits extrêmement rapides, et ces circuits extrêmement rapides vont inhiber le tractus spinothalamique, c'est ce que l'on appelle le gate control. Et lorsque vous voulez stimuler le gate control, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un petit enfant qui tombe, vous allez frotter la bosse, là où il est tombé, vous stimulez le gate control. Les effets secondaires sont rares, ce sont les allergies aux électrodes, l'inefficacité au pire ou la non-adhérence au traitement. Et ce sont des techniques, le TENS, extrêmement importantes et efficaces en cas de douleur périnéale et en cas de douleur suspubienne ou viscérale. Facile d'emploi, au pire, ça ne marche pas, il n'y a pas de contre-indication. Voilà donc cette présentation sur la prise en charge de l'endométriose qui doit être globale, vous voyez, qui doit faire intervenir différents professionnels de santé, depuis les médecins de la préservation ovarienne aussi, de l'infertilité, en passant par la chirurgie, en passant par les différents traitements, en passant par le yoga, l'acupuncture et j'en passe pour traiter les phénomènes d'hypersensibilisation liés à l'endométriose. Et c'est pour ça que cette maladie doit être prise en charge dans des centres multidisciplinaire. Vous savez bien qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul et ça permet de prendre en charge les patientes de façon globale. Voilà, c'est fini maintenant la médecine par spécialité, urologue, gynéco, viscérale. On doit prendre en charge la douleur pelvipérinéale de façon pluridisciplinaire. Cette dernière diapositive de conclusion pour vous dire qu'il faut essayer, mais là je prêche des convaincus, je sais, de raccourcir le délai diagnostique au maximum pour éviter les phénomènes d'hypersensibilisation, ne pas négliger les dysménorrhées qui sont résistantes aux œstroprogestatifs ou aux anti-inflammatoires. Le pelvis peut être douloureux sans lésion visible, et là je vous rappelle ici les discordances anatomocliniques sur lesquelles, là encore, le TENS a une action tout à fait bénéfique, même s'il n'y a pas de réelle lésion d'endométriose. Et puis une phrase qui me tient à cœur, le premier facteur de risque de douleur post-opératoire, c'est la douleur antérieure et les chirurgies itératives qu'il faut absolument éviter. Donc, traitement médical, hormonal ou non hormonal en première intention. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais donner maintenant la parole à Coralie. Coralie qui va vous expliquer un petit peu le fonctionnement du TENS et notamment le TENS développé par Urgo et qui marche, ma foi, très bien. Merci Coralie. Eh bien, merci à vous, professeur Plotho, pour votre présentation. Donc, je suis Coralie Fragne, attachée scientifique pour les laboratoires Urgo Healthcare,
Et en effet, dans les minutes qui nous restent, je vous propose de vous présenter notre dispositif d'électrothérapie TENS pour la prise en charge des douleurs pelviennes et périnéales chroniques, dont l'endométriose. Et enfin, je vous présenterai notre étude clinique sur ce dispositif. Pour rappel, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat en bas que vous voyez sur discussion et nous y répondrons à la fin. Alors, notre dispositif d'électrothérapie TENS se compose d'un patch. Comme vous pouvez le voir, ce patch est totalement nomade, c'est-à-dire que par rapport à la plupart des TENS, il ne va pas avoir de fil. Il va se composer de gel, donc d'électrodes de gel, qui sont totalement neutres pour éviter les allergies. Et on estime qu'à peu près une paire de gel va permettre une trentaine d'utilisations. Et dans la boîte, vous allez en retrouver 2 paires, ce qui va permettre à la patiente d'avoir 60 utilisations. On va avoir une petite boîte de rangement pour que la patiente puisse emmener son patch à l'école, au travail, un peu de partout. Et un câble de recharge. Et là, on estime qu'une recharge se fait environ une trentaine de minutes et que derrière, la patiente pourra utiliser son patch 4 à 6 heures. Enfin, on va avoir une notice, bien évidemment, et un guide de démarrage rapide. Le prix qu'on conseille en officine est entre 74,90 et 79,90 euros. Donc, comme je vous le disais, notre patch est totalement nomade, il est rechargeable et l'intérêt, c'est qu'il est vraiment facile d'utilisation. On va retrouver uniquement 3 boutons, un pour augmenter l'intensité, un pour réduire et un pour allumer et éteindre. Et vous allez avoir le voyant lumineux et un voyant sonore. Donc, notre patch va avoir 3 programmes. Chaque programme va durer 30 minutes et vont avoir 15 niveaux d'intensité. Vraiment, notre objectif, c'était d'avoir un dispositif préprogrammé, prêt à l'emploi pour avoir une utilisation le plus facile possible et une prise en main rapide. Il va être garanti 2 ans et on pourra le conseiller dès les premières règles, donc dès les jeunes filles d'une douzaine d'années et sur tous les types de stérilets sans souci. Notre laboratoire possède un téléphonique qui est gratuit et situé à Dijon pour pouvoir répondre aux questions des patients et des professionnels de santé. Et enfin, toutes les pharmacies possédant notre dispositif ont un suivi de formation qui est réalisé par mon service, ce qui va vraiment permettre d'accompagner les patientes et de les suivre pour éviter tous mes usages ou perte de chance sur le TENS. Donc, comme je vous le disais, nous allons retrouver 3 programmes. Le deuxième, le conventionnel continu, est le programme que le professeur Plotho vous a présenté. C'est le gate control pour avoir une antalgie immédiate. Pour ce qui est du premier et du troisième programme, ce sont des hybrides, c'est-à-dire qu'ils vont alterner le gate control pour avoir une antalgie immédiate et la sécrétion des endorphines pour cette fois avoir une antalgie durable. Et concrètement, ça va être à la patiente d'essayer les 3 programmes et de choisir celui qu'elle préfère. Ce sera ce programme-là qui sera le plus efficace pour ses douleurs. Chaque programme va donc durer 30 minutes et le patch va s'éteindre tout seul à la fin. Encore une fois, c'est ce qui permet à la patiente de l'avoir dans son quotidien, au travail, en faisant ses courses et de ne pas s'en occuper. Tous les programmes vont avoir 15 niveaux d'intensité et de nouveau, ça va être à la patiente de monter l'intensité jusqu'à un niveau où on est presque au niveau du seuil de douleur ou de inconfortable et c'est là qu'on sera au bon niveau. Pour ce qui est de la position, soit la patiente se mettra en région pelvienne, soit en région sacrale. Pour les dysménorrhées, concrètement, c'est la même efficacité. C'est plus à la patiente de choisir selon sa sensation. À présent, ce que je vous propose, c'est de vous présenter l'étude clinique que nous avons publiée cette année, en mars, sur notre patch d'électrothérapie. Donc, sur cette étude, c'est le premier et le deuxième programme que nous avons étudié, en sachant que le premier programme, c'est un programme que nous avons créé. Et l'objectif était de voir l'efficacité qu'on allait avoir avec notre patch. Donc, c'est une étude bien évidemment randomisée, en double aveugle et avec un shame, c'est-à-dire un placebo. Donc, on a choisi un patch avec exactement la même apparence, qui n'envoie pas d'impulsion, mais qui toutefois a un voyant lumineux et a le voyant sonore. Nous avons sélectionné des patientes souffrant de dysménorrhée primaire depuis une dizaine d'années et dont le seuil de douleur sur l'EVA de la douleur était à minimum 60 sur 100. Et leur douleur nécessite à chaque cycle d'avoir une prise médicamenteuse. Donc, comme je vous le disais, le critère principal de cette étude a été de voir l'efficacité de notre dispositif d'électrothérapie, c'est-à-dire la réduction de la douleur. En critère secondaire, nous avons voulu voir la rapidité d'action,
la rémanence que nous pourrions avoir avec les endorphines, la tolérance, la satisfaction et également l'épargne thérapeutique que nous pourrions avoir avec le TENS. Ce que nous avons choisi, c'est de faire un schéma en crossover, c'est-à-dire que nous avons fait deux groupes aléatoirement. Le premier groupe de patientes a commencé son premier cycle menstruel avec notre patch d'électrothérapie et son deuxième cycle avec le shame. Et le deuxième groupe a fait l'inverse. L'intérêt d'un schéma en crossover, c'est qu'on va réduire les biais individuels et que statistiquement, il va avoir une puissance supplémentaire, car la patiente va être sa propre témoin. Pour ce qui est des résultats, pour ce qui est de l'efficacité, initialement, pour les 2 premières applications, elles n'ont pris aucun médicament et en moyenne, elles étaient à presque 70% sur le VA de la douleur. Après l'utilisation de notre patch, elles sont presque réduites à 30, en sachant que 70%, on estime que c'est une douleur intense, alors que 30%, on réduit à une douleur cette fois faible. Donc, c'est bien une réduction de 53,2% de la douleur, ce qui est statistiquement très significatif. Contrairement au shame, qui cette fois n'a eu aucun résultat significatif. Ces résultats ont ensuite été validés par les applications que nous avons fait ensuite, c'est-à-dire que sur les 197 applications au cours de l'étude, nous avons eu en moyenne une réduction de 54%, validant ainsi ces résultats-là. Pour ce qui est de la préférence entre le premier et le deuxième programme, statistiquement parlant, nous n'avons pas pu avoir de résultats. Toutefois, les patientes ont préféré le deuxième programme, le programme que nous avons créé, donc avec le programme hybride. Et dans 62% des cas, c'est ce programme-là qu'elles ont choisi. Maintenant, pour ce qui est des critères secondaires, ce qui est intéressant de mettre en avant, c'est la rapidité d'action du TENS. Dans le 3/4 des applications, au bout de 20 minutes, les patientes étaient capables de nous dire que significativement, leur douleur était atténuée. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est la rémanence de l'antalgie. C'est-à-dire que dès la première utilisation, en moyenne, les patientes avaient un soulagement qui durait 7h45. Et dans les derniers critères, nous avons eu l'épargne thérapeutique et une réduction de 93% de la prise dentalgique. Et enfin, ce qui est intéressant de voir, c'est l'excellente tolérance et satisfaction que nous avons pu avoir. Nous avons eu seulement 2 effets indésirables qui étaient légers et spontanément réversibles. Donc, en conclusion, notre étude clinique parmi les autres que vous a présenté le professeur Plotho montre vraiment l'intérêt de l'électrothérapie pour compléter la prise en charge d'une patiente. L'intérêt que ce soit un dispositif qui soit non médicamenteux, qui ne soit pas invasif, qui n'ait pas d'effets secondaires et que les patientes derrière aient une antalgie rapide et sur le long terme. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de répondre, de nous poser vos questions. Donc, de nouveau, vous pouvez le faire dans le chat que vous pouvez trouver dans discussion et que ce soit le professeur Plotho ou moi, nous allons essayer d'y répondre. Professeur Plotho, Michel Feynman nous demande qui est le dienogeste. Est-ce que vous pouvez lui répondre? Alors, le dienogeste, c'est une molécule qui est sortie maintenant depuis quelques années, mais on ne la prescrivait pas beaucoup, cette molécule, parce qu'elle coûtait très cher et elle n'était pas remboursée par la sécurité sociale. C'était Visanne, je ne sais pas si vous en souvenez. Voilà. Et maintenant, ça a été génériqué, donc il y a plusieurs firmes qui commercialisent le dienogeste. Et c'est un progestatif qui a été étudié pour les douleurs liées à l'endométriose. Lorsque les études ont été faites, l'objectif, c'était la douleur liée à l'endométriose et non pas la contraception. D'ailleurs, ça surprend les patientes qui rappellent, qui lisent la petite notice et disent « c'est pas contraceptif ». Effectivement, ils ont écrit « non contraceptif » et il faut prendre une contraception mécanique avec. Tout simplement parce que ça n'était pas l'objectif principal des études sur le dienogeste. Les études, c'est la douleur liée à l'endométriose. Voilà. Et c'est, dans mon expérience, c'est un traitement qui marche relativement bien. Après, j'ai une autre question. Si jamais il n'y a pas de traitement hormonal, est-ce que l'endométriose peut augmenter, peut s'empirer? Alors, il y a plein de choses que l'on ne sait pas dans l'endométriose. Il y a des patientes, moi j'ai des patientes avec une énorme endométriose de la cloison recto-vaginale qui ne veulent pas prendre de traitement et finalement ces lésions ne grossissent pas. Par contre, il y en a d'autres qui évoluent de façon extrêmement rapide. Voilà.
Et ce sont ces patientes qui nous intéressent, celles qui vont évoluer de façon extrêmement rapide. Là, le traitement hormonal, et c'est ce que l'on explique aux patientes, il a deux objectifs. Un, de soulager les patientes, et notamment les règles, puisqu'on va avoir une aménorrhée, une absence de règles. Donc, c'est le premier objectif. Et deuxième objectif, effectivement, c'est de contrôler la maladie. Si on induit une aménorrhée, eh bien, finalement, on diminue la progression de la maladie. Donc, c'est le deuxième objectif, effectivement, du traitement hormonal. On me demande si le patch est remboursé par rapport à la mutuelle. Alors, il faut savoir que l'électrothérapie TENS, d'une manière générale, aujourd'hui, c'est uniquement les centres antidouleurs ou les médecins qui ont des DU de douleur qui peuvent le prescrire. Ce que nous avons choisi de faire avec notre patch d'électrothérapie, c'est de ne pas passer par ce circuit pour qu'il puisse être accessible peut-être à plus de patientes, toujours avec votre prescription et votre conseil, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on ne va pas avoir de remboursement. Mais d'un autre côté, par rapport au reste à charge, parce qu'il faut savoir qu'un TENS-Eco, c'est 6 mois de location et qu'à la fin des 6 mois, le patient est obligé d'acheter son TENS. Et que derrière, la sécurité sociale va pouvoir rembourser à peu près 112 euros. Donc, il se peut qu'il y ait un reste à charge, soit de 50, 100 ou 30 euros. Donc, c'est pour ça qu'on a on a fait le choix d'être en officine, mais de ne pas avoir le remboursement pour que ce soit plus facilement accessible. Par contre, pour la mutuelle, la patiente peut toujours tester avec la facture que la pharmacie lui fera pour la garantie, de le faire passer sur la mutuelle, car aujourd'hui, de plus en plus de mutuelles prennent ces dispositifs médicaux en charge. Effectivement, vous avez raison, il n'y a que les algologues, mais même, je crois même qu'il faut être algologue qui participe, qui fait partie d'un centre antidouleur. Un algologue tout seul, mis à plat algologue tout seul, je crois qu'il n'a pas le droit. Il faut qu'il fasse partie d'un centre antidouleur. Et il y a également les uros, voire les gynécos, qui prennent en charge les incontinences urinaires à l'effort. Ceux-là, ils ont également le droit de prescrire du TENS dans un autre objectif, évidemment, mais on peut parfois le prescrire, puisque les machines peuvent être les mêmes, par cette voie en tout cas. Oui, en effet, c'est les urostimes qui, cette fois, vont être Voilà. au nerf tibial et pour pouvoir rééduquer. Tout à fait. À quel âge peut-on prescrire une pilule OP, donc oestrogestative, je suppose, chez la jeune fille? Eh bien, la pilule œstroprogestative, au début, moi, j'avais été éduqué avec la notion qu'il ne fallait pas les prescrire trop tôt, puisque prescrire une pilule œstroprogestative avait eu une incidence sur la croissance de ces jeunes filles-là. Et donc, on pouvait diminuer, je ne sais plus de combien de pourcents, la taille de ces jeunes filles-là à l'âge adulte. Et j'ai vécu avec cette croyance pendant un petit moment, parce qu'on m'en avait parlé. Et en fait, les endocrinologues m'ont rassuré, notamment les endocrinologues pédiatres, en me disant non, non, c'est faux. On peut prescrire des œstroprogestatifs. Il y a des études qui ont été décrites et qui ne montrent aucune influence sur la taille des patientes. Voilà. Donc, peut les prescrire relativement jeunes lors de l'adolescence. J'ai une question ensuite d'une sage-femme sur la técarthérapie pour la prise en charge également des douleurs. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous êtes convaincu de l'efficacité? Alors, je n'ai pas une grande connaissance de la técarthérapie, mais j'ai des patientes qui utilisent ça. Là encore, on va agir non pas sur l'endométriose elle-même, mais on va agir sur l'hypersensibilisation, notamment musculo-squelettique, liée à l'endométriose. Voilà. Alors, je n'ai pas une connaissance exacte de la técarthérapie, mais certaines patientes, en tout cas, en sont très contentes. Donc, moi, ce que je veux, c'est que les patientes soient contentes, même si je ne comprends pas toujours tout. Si elles sont contentes, je leur dis continuez surtout. Voilà, continuez. Mais je ne peux pas décrire exactement ce qu'est la técarthérapie. Après, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la pluridisciplinarité et le fait d'avoir plusieurs choses qui vont aider la patiente à mieux prendre en charge ses douleurs et améliorer son bien-être. Exactement. Nous, dans Voilà. notre consultation pluridisciplinaire de douleurs pelviennes, où on voit les patientes porteuses d'endométriose un petit peu compliquées, il y a un algologue, il y a également un kiné qui est là, un ostéopathe, il y a un chirurgien, et puis on essaye de tous réfléchir, et on a tous des abords un petit peu différents sur la prise en charge. Et c'est très complémentaire, et c'est très intéressant, et surtout, on apprend tous des autres. Donc, c'est ça qui est passionnant. Et je pense que les patientes en gagnent un bénéfice, en tout cas. J'ai une question sur la misolfa, donc une pilule à base de dienogeste. Et en effet, cette pilule, pour le coup, c'est marqué qu'elle est contraceptive, car avec, il y a une autre hormone. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer qu'elle est tout aussi efficace pour l'endométriose, contre Ah l'endométriose? oui, tout à fait. Moi, il m'arrive de prescrire Misolfa parce qu'il y a du dienogeste dedans. Et donc, en cas de douleur, je me dis, c'est un œstroprogestatif, mais qui contient du dienogeste. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est plus efficace qu'un autre œstroprogestatif avec un autre progestatif que du dienogeste?
Je n'en ai pas la preuve, si vous voulez. Voilà, mais Misolfa est néanmoins une bonne pilule. Alors, j'ai une question pour notre page d'électrothérapie, c'est-à-dire de savoir combien de cycles ou de jours on peut avoir notre kit, en effet, qui est entre 74 et 79 euros. Alors, comme je vous le disais, les gels, c'est à peu près une trentaine de séances. Et dans la boîte, comme on va en avoir deux, on va avoir une soixantaine de séances. Donc, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas trop faire de généralité. Une patiente qui va avoir juste des dysménorrhées pendant une semaine et l'utiliser qu'une fois par jour, bah, vous voyez que du coup, le kit, elle pourra l'avoir une année, presque. Par contre, une patiente qui a de l'endométriose, qui a des douleurs, des dysménorrhées, mais des douleurs pelviennes chroniques hors menstruation, bah, peut-être qu'elle va devoir les utiliser 3 semaines par mois. Et dans ce cas-là, elle devra racheter des recharges. Et ça, en effet, je ne l'ai pas dit. L'intérêt, c'est que le patch est garanti 2 ans, que vous avez des gels d'avance, mais qu'après, la patiente ne pourra racheter que les recharges en officine. Et dans les boîtes de recharge, vous avez 3 paires de gels, donc 90 séances. Et du coup, ça coûte à peu près 26 euros. Donc après, voilà, ce sera toutes les 90 séances qu'elles n'auront que les petites recharges de gel à racheter. Chaque paire de gel, dites-moi, rappelez-moi, ça fait combien de séances? 30 séances chaque paire. Exactement, en sachant que c'est comme les électrodes ou les bas de contention, elles peuvent mettre un peu d'eau pour enlever les saletés, les peaux mortes, et en réhydratant le gel, ça fait tenir un petit peu plus longtemps. D'accord. Mais ça, pareil, c'est patient dépendant en fonction de l'acidité de la transpiration, de si on est bien sur une peau propre, une peau sèche, de la crème, etc. J'ai eu l'occasion de me faire quand même une idée avant d'en parler, parce que moi, je ne parle que de ce dont je suis à peu près convaincu, ou en tout cas, j'ai une bonne idée. Et je crois qu'on doit se faire soi-même son idée sur ce TENS-là. C'est-à-dire qu'on le prescrit, les patients le prennent ou ne le prennent pas. Mais c'est vrai que les retours que j'ai sont relativement bons. Et surtout, j'ai remarqué, elles sont soulagées pendant la mise en place, mais surtout, cette amélioration persiste après le retrait. C'est bien ça? Tout à fait. Ça évite de l'avoir H24 parce qu'il y a d'autres TENS qui peuvent avoir que de l'antalgie immédiate. Le problème, c'est que dès qu'elles vont l'enlever, au bout de quelques minutes ou quelques heures, ça va revenir. Et le but, c'est pas qu'elle l'ait non plus 15 fois par jour. Donc, c'est vraiment l'intérêt de la rémanence de l'antalgie, c'est que pour leur quotidien, c'est quand même moins fastidieux. Tout à fait. Et Et est-ce qu'elles peuvent le mettre, ce TENS? C'est une question que je me pose. Moi, vous savez que les TENS, souvent, on les pose au niveau des dermatomes en question, des dermatomes douloureux. Et les ovaires, on sait que les ovaires, l'innervation des ovaires, c'est TH12L1, c'est-à-dire c'est thoracolombaire. Est-ce que ce TENS-là, qui est normalement pour le petit bassin, elles peuvent le mettre en thoracolombaire en cas de douleur dans le territoire TH12L1, c'est-à-dire les ovaires? bah, j'ai envie de vous dire parce que ça reste de l'électrothérapie. Donc, concrètement, si elles se mettent en région sacrale ou plus haut, c'est de l'électrothérapie. Donc, on a le gate control, on a la sécrétion des endorphines et comme on est en transcutané, on va aussi soulager ces douleurs-là. C'est Donc, pour ça que le TENS, il faut tester. Il faut tester, voir en effet si à cet endroit-là précis, ça les soulage, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. C'est vrai que ça permet vraiment à la patiente aussi de se connaître et un peu à tâtons d'essayer de trouver l'endroit qui va la soulager. Mais bien évidemment, ça reste de l'électrothérapie. moi, je pense personnellement, en tout cas, qu'il y a une bonne indication à les mettre en TH12L1, d'où part l'innervation des ovaires, en tout cas, en cas d'endométriose. Mais c'est moi qui me dis ça tout seul, hein, en C'est réfléchissant. très bien à savoir, comme On c'est peut voilà, tomber avec dans tous les... l'objectif du TENS, c'est de mettre le TENS dans le dermatome en question, le dermatome douloureux. Bien Voilà. sûr. C'est comme la névralgie pudendale. Du coup, l'intérêt de la région sacrale, c'est que pareil, on va bien pouvoir intercepter aussi ce type de douleur. Et exactement, S3. Et puis la région rétrotibiale, c'est S2, donc c'est la partie postérieure du périnée. Tout à Voilà. fait. En fait, l'anatomie explique tout, c'est chouette hein, quand même. Ça aide, du moins. Voilà. C'est pas d'une vue de l'esprit, on va mettre un peu de TENS, faire de l'électrothérapie, comme ça on va voir ce qui se passe. Non, non, ça s'explique, l'anatomie explique ça, c'est bien. Tant mieux, c'est moins abstrait au moins. J'ai une autre question sur la prescription de la pilule Optimisette en continu qui va supprimer les règles des jeunes femmes. Est-ce que c'est une bonne pratique selon vous? Eh bien oui, ça fait partie des recommandations de l'HAS, de la Haute Autorité Santé et du CNGOF. C'est ce que je présentais tout à l'heure, notamment en première intention. C'est un micro-progestatif, c'est du CNGOF, c'est du désogestrel. C'est la même chose que Cerazette, Optimisette, c'est le générique. Donc c'est un micro-progestatif à prendre en continu et qui est contraceptif aussi d'ailleurs. C'est la pilule que l'on donne notamment après les allaitements, après les accouchements. L'objectif est d'induire une aménorrhée, c'est-à-dire une absence de règles, et ça n'a aucune conséquence sur la fertilité après. Je le dis parce que c'est les questions des patientes parfois. Attention, là, j'ai plus de règles, mais d'abord, où va le vieux sang? Voilà, c'est les questions qu'on a.
Où est-ce que va le sang si ça ne s'extériorise pas? Et est-ce que ça a un impact sur ma fertilité? Non, effectivement, on les rassure, ça n'a pas d'impact sur la fertilité et c'est un très bon traitement. Avec des effets secondaires, certes, comme tous les traitements hormonaux, mais s'il est bien supporté, c'est très bien. Très bien. Et j'ai une dernière question pour le travail d'une femme enceinte, pour les douleurs lombaires. En effet, nous, notre dispositif, on l'interdit pour les femmes enceintes, pour ne pas prendre de risques pour le bébé, pour ne pas déclencher des contractions. Mais après, pour ce qui est, lorsque le travail a commencé, qu'est-ce que vous en pensez, professeur, pour les douleurs lombaires? Pour les douleurs lombaires chez la femme enceinte, Tout à fait, dont le travail a commencé. c'est-à-dire pendant le travail. Pourrait-on s'en servir pour le travail pourrait-on s'en servir pour le travail d'une femme enceinte pour ses douleurs lombaires? Voilà, Exactement, c'est la en question. salle d'accouchement, quoi. Eh ben, c'est une excellente question et je ne me l'étais encore jamais posée. Voilà. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire, est-ce que le TENS va améliorer ou diminuer en tout cas les douleurs de contraction utérine, par exemple? Je n'en ai aucune expérience, mais ça mérite d'être essayé. On va réfléchir à ça. Le TENS est utilisé en Grande-Bretagne et aux États-Unis pendant l'accouchement. Et je crois Eh que ben, j'avais eu un retour d'une préparatrice en pharmacie qui aussi, elle également, alors que le travail avait commencé, on lui avait mis du TENS. Donc, eh ben, merci peut-être pour que ce sont des l'information pratiques parce communes. que je ne m'étais jamais posé cette question-là. Donc, Peut-être que c'est un futur intéressant pour les femmes en cours d'accouchement. exactement. Maintenant, je me demande où est-ce qu'il est posé le TENS? Parce qu'on ne peut pas trop le mettre sur l'abdomen, sur lequel il y a déjà plein de capteurs pour les Mm, contractions utérines et pour le rythme cardiaque fœtal. Alors, est-ce qu'il est mis en lombaire? Voilà, je ne tout sais à pas. fait. Et de ne pas faire d'interférence avec tout ce Oui. qui est Dans le oui, dos, donc par dans le dos, on exemple. me répond dans le dos parce qu'en effet, le risque de l'électrothérapie pour tout ce Ouais. qui est électrique, c'est les Mm. interférences électriques. Et Oui, voilà, on me dit le TENS dans les lombaires. Mm. Ça semble. Très bien. Ah ben, ça, c'est une bonne chose à savoir. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, professeur Ploto, pour votre présentation. Merci à tout le monde d'avoir assisté, d'avoir participé à cette conférence. Et merci à Bicom Brun d'avoir organisé ce webinaire. Nous avons eu pas mal de questions quant à la réception de documentation, d'ordonnanciers pour pouvoir prescrire et de la visite médicale. Eh bien, sachez que c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, vous n'avez qu'à mémoriser cette adresse mail, donc vmouh@fr.urgo.com. Et dans ce cas-là, nous pourrons voilà, vous envoyer de la documentation. Nous avons fait des ordonnanciers. Et si vous êtes dans un coin avec une visiteuse médicale, nous pourrons également vous visiter. J'ai également eu les questions de certaines sages-femmes ou de centres hospitaliers par rapport à des pages de démonstration et ce sera la même chose. On pourra aussi vous équiper si vous trouvez un certain intérêt à le montrer à vos patientes et à le faire tester. Et vous avez également notre service, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Et encore une fois, merci pour votre participation et passez une très belle soirée. Et pour toutes les questions, on va faire un récapitulatif avec les réponses et vous allez avoir le replay que vous allez recevoir dans une semaine. Merci beaucoup et passez une très bonne soirée. Bonne soirée.